Eh bien, bonjour à tous. D'ailleurs, merci au comité d'organisation de m'avoir invité pour vous parler de From Liver to Love. Alors, initialement, quand on m'a présenté le sujet, j'avoue que j'étais un peu déconcerté, mais pas très longtemps en fait. Et ma présentation, je vais vous raconter une histoire, qui est mon histoire. Eh bien, on y va. On m'a dit qu'il fallait attendre un petit peu avant que la diapositive passe. Je pense que ça va arriver. Voilà. Alors, mon histoire, elle commence dans les années 97, comme jeune chef de clinique, où j'étais à peine arrivé de 6 mois dans une structure de chirurgie viscérale. Et mon patron, à l'époque, vient me rencontrer en me disant « Gilles, j'ai un problème ». Déjà, quand un patron vient et se présente comme ça, il y a parfois une anguille sous roche. Le problème, c'est que dans le service où était effectuée la transplantation, qui était combinée avec de la chirurgie thoracique, il y avait un peu de bisbille entre les équipes. Les anesthésistes réanimateurs partaient. Les équipes chirurgicales, c'était pas particulièrement heureux comme entente. Et donc, il fallait renouveler l'équipe. Alors vous pourrez me dire, jeune chef, arrivé dans un... Pourquoi moi? Je ne sais toujours pas, mais en tout état de cause, il m'avait sélectionné. Donc je suis arrivé dans cette équipe avec la mission de poursuivre l'activité d'anesthésie-réanimation, tant en chirurgie thoracique qu'en transplantation. Alors il y avait une équipe de chirurgie thoracique plutôt jeune, donc ça c'était assez aisé de pouvoir reconstruire quelque chose. Et puis il y avait l'activité de transplantation, à l'époque c'était transplantation pulmonaire, transplantation hépatique et transplantation rénale, qui était d'ailleurs tenue par une seule personne, une seule anesthésiste réanimateur. Bon, donc mon rôle était de faire le tampon entre les équipes chirurgicales ne travaillaient plus vraiment ensemble, et donc vous imaginez bien l'ambiance dans le service qui était pour le moins tendue. Bon. Et puis la première fois où je me retrouve tout seul parce que ma collègue était partie en vacances, donc c'est en juillet 99, oh, elle était partie de 2-3 jours, qu'il y a le chirurgien transplanteur, chef de service qui vient me voir en disant Gilles, j'ai un problème, deuxième problème. Là, ça commence à devenir un petit peu plus inquiétant. Et en fait, il y avait une jeune fille qui avait pris du paracétamol et qui présentait une hépatite fulminante. Elle était particulièrement grave, sous 10 mg/h de noradrénaline. Et jusque-là, eh bien, à Lille, en 99, aucun patient n'avait été transplanté sous 10 mg/h de noradrénaline. Moi, jeune chef, avec une expérience, vous imaginez, très importante sur la transplantation hépatique, on me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas osé dire non. C'est surtout ça. Et finalement, on l'a pris en charge au bloc opératoire. Et l'histoire a fait que cette jeune dame qui a été transplantée, malgré un arrêt cardiaque sur table récupéré, elle est finalement sortie du bloc, sortie de réanimation et sortie vivante de l'hôpital. Et elle va toujours bien. À partir de là, on m'a nommé un peu l'élu de la transplantation hépatique lilloise. En tout cas, j'étais le chouchou de ma collègue qui a vieilli et j'ai repris la chefferie de service en 2012, date où elle est partie en retraite. Alors on pourrait se dire, l'histoire peut s'arrêter là. Non, parce que j'ai quand même des choses à vous dire qui sont, me semble-t-il, intéressantes pour vous dans vos pratiques. En fait, ce qu'il faut appréhender dans la transplantation hépatique, c'est que c'est une histoire avant, pendant et après la transplantation. Alors le avant. Le avant, quand on parle de transplantation hépatique, c'est qu'il y a une pathologie hépatique. Et donc il va falloir définir la gravité de cette pathologie hépatique. Vous avez 2 scores à connaître que vous connaissez déjà, le score de Child et le score MELD. Le score Child, tout le monde le connaît, on sait que dans le contexte d'un patient qui est en attente de transplantation hépatique, on sera avec des patients Child C. Plus intéressant, c'est le score de MELD.
Le score de MELD, c'est celui qui va permettre l'accès à la transplantation hépatique pour les patients. Et les patients qui auront accès à la transplantation hépatique, il faut avoir au moins un score de MELD supérieur à 18, en sachant que le score de MELD, c'est entre 6 et 40. Et au final, le score de MELD dépend de quoi? De la bilirubine, de l'INR et de la créatinine, comme vous voyez là. Qu'est-ce qui est intéressant dans le score de MELD? C'est qu'il y a une composante hépatique avec la bilirubine et l'INR, et il y a une composante créatinine. Qui veut dire que, forcément, lorsque le patient va élever sa créatinine, le score de MELD va augmenter de façon assez importante. Et dans ce contexte-là, ça veut dire que le patient ne passe d'une seule défaillance d'organes à 2 défaillances d'organes. Et inévitablement, la notion de gravité apparaît dans ce contexte-là. Autre point qui est important dans votre pratique, c'est la gestion préopératoire de ces patients transplantés hépatiques. C'est-à-dire que, mais je pourrais le dire des futurs transplantés hépatiques, et je pourrais même dire d'un patient qui a une cirrhose, où vous devez calculer le score de MELD. Il faut savoir qu'un cirrhotique, quelle que soit l'intervention qui pourrait être proposée, est à risque de décompensation de sa fonction hépatique en post-opératoire. Et vous verrez que classiquement, ces patients, il ne faut pas les mettre sur table. Surtout s'ils sont graves, on les met sur table après la greffe hépatique. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a un seuil qui est le score de MELD à 11. Ça veut dire que lorsque vous avez un patient avec un score de MELD à 11, qui traduit qu'il y a une cirrhose sous-jacente, si vous le mettez sur table, y compris d'ailleurs pour une cure de hernie inguinale, donc des choses qui peuvent être bénignes, eh bien le risque de décompensation post-opératoire est particulièrement important, en particulier sur sa fonction hépatique. Plus un patient aura message, plus un patient aura une cirrhose grave, eh bien moins on y touchera et mieux ce sera. C'est des patients qui à ce moment-là vont rentrer dans des programmes de transplantation hépatique. Et plus il sera sévère, eh bien plus à ce moment-là, il devra être transplanté avant qu'on commence à le toucher pour différentes interventions. Ça, c'est un message qui est important et vous devez, vous, en tant qu'anesthésiste réanimateur en herbe, mais qui allez devenir très prochainement des anesthésistes réanimateurs confirmés, diplômés, savoir dire non à une pression chirurgicale face à de tels patients. Ce n'est pas le tout de faire une cure de hernie inguinale si le patient meurt 48-72 heures après l'intervention, ça n'a aucun intérêt. Alors, l'accès à la greffe, comme je vous l'ai dit, il y a 3 façons d'entrer à la greffe pour les patients. Le score de MELD supérieur à 18. Inutile de dire qu'un patient qui a un score de MELD supérieur à 8, sur la liste nationale, il ne sera pas greffé. Il n'est pas grave. En revanche, les patients qui vont avoir un score de MELD à 30, 35, 40, ils sont graves, ils seront positionnés très bien au niveau de la liste nationale. On inclut là-dedans les hépatites fulminantes qui seront priorisées. Ou alors ce qu'on va appeler les super-urgences qui font que c'est des patients qui, après une transplantation, pas de reprise fonctionnelle du greffon, ils seront greffés en urgence. Parce que sinon, ils meurent. Là aussi, un message qui est fondamental autour du foie. Vous n'avez pas d'épuration. Les systèmes d'épuration hépatique, ça ne marche pas pour sauver les patients. Ce qui a été montré avec les systèmes MARS, c'est essentiellement, éventuellement pour le prurit chez les patients qui ont des problématiques assez importantes à ce niveau-là, mais sans ça, ça ne sauve pas la vie, et même les publications auraient tendance à dire quand on met du MARS, on les ferait peut-être même plus mourir. Bref, quand un patient a une pathologie hépatique grave, la seule façon de s'en sortir, eh bien, c'est la transplantation. Ça, c'était donc la première façon d'y arriver. Deuxième façon d'y arriver, eh bien, c'est le carcinome hépatocellulaire, qui s'est développé sur une cirrhose stabilisée, deuxième façon, mais les délais d'attente à ce moment-là sont beaucoup plus importants. Et ensuite, on a la composante experte des patients qui ont une pathologie cirrhotique avec de l'acide réfractaire, avec de l'encéphalopathie réfractaire qui est résistante au traitement, et auquel cas, eh bien, donc on va faire un rapport d'experts pour leur donner accès à la greffe. Quand on parle de gravité de la fonction hépatique, ça veut dire que certains patients ne peuvent pas accéder à la greffe. C'est ce que vous voyez derrière. Sur le fond, en 99, si on regarde ça, elle n'aurait pas pu accéder à la greffe. C'était un coup de challenge. Mais en tout cas, ça donne des guidelines. En fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'un patient en sepsis ou en choc septique, et Dieu sait que c'est très très fréquent chez le cirrhotique, puisque les translocations bactériennes, la souffrance digestive, le fait que le foie ne fonctionne plus, le risque d'infection est particulièrement important chez ces patients. Et donc si l'infection est particulièrement sévère, avec un retentissement systémique important,
eh bien, soit on traite et on essaye de traiter l'infection pour leur donner accès donc, à la greffe, en sachant que souvent les fenêtres d'opportunité sont relativement courtes. Dès que ça s'améliore, dès que la CRP diminue, éventuellement la procalcitonine, dès qu'on sent qu'on contrôle le sepsis, à ce moment-là, on lève la contre-indication temporaire, parce qu'ils sont mis en contre-indication temporaire, et on peut les greffer. Mais en tout cas, vous voyez qu'on a quand même des guidelines qui nous permettent de dire, bah là, on ne pourra pas y aller. De toute manière, on va les mettre sous des immunosuppresseurs en périopératoire. Et alors là, forcément, l'infection va flamber. L'autre point que je voulais aborder avec vous, c'est l'évaluation préopératoire. Et là, il y a une particularité que vous devez connaître. Qu'est-ce qu'on a constaté lorsqu'on prend en charge ces patients pour une transplantation hépatique? Et c'est ce qu'on a regardé dans le service, c'est quelle est la morbidité cardiovasculaire en post-opératoire. On pensait avoir beaucoup plus d'accidents coronariens que cela, et finalement, on n'en a pas tant que ça. On a plutôt de l'arythmie complète par fibrillation auriculaire, on a plutôt de la décompensation cardiaque, mais pas d'accident coronarien. Alors du coup, la réflexion derrière ça, mais comment on les évalue? On est passé par toutes les étapes. On s'est dit, on va faire donc l'échographie sensibilisée à la dobutamine pour tous les patients. Finalement, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on n'arrive pas à détecter les patients qui vont faire leur décompensation, qui n'est pas une décompensation coronarienne, mais qui est une décompensation cardiovasculaire. Donc par rapport à tout ce que vous avez pu apprendre sur, eh bien on fait cette échographie sensibilisée à la dobutamine, on est en train de revoir complètement notre façon de faire sur l'évaluation préopératoire. Qu'est-ce que vous devez savoir sur l'évaluation préopératoire de ces patients? Eh bien, tout d'abord, il y a quelque chose qui est important, c'est l'échographie transthoracique de repos. Tout simplement, on va aller voir, observer s'il y a une cardiomyopathie du cirrhotique. Première chose, c'est la première chose qu'il faut faire, et cela, on ne peut pas s'en passer. ELTT. Deuxième chose, toujours un peu de réserve fonctionnelle quand même. Le test de marche de 6 minutes fonctionne bien. Alors dans le service, on fait de la VO2 parce qu'on aime bien cela, et puis ça nous permet de faire des papiers, d'accompagner des tests d'université, d'abord des tests de médecine, potentiellement des tests d'université pour ceux qui ont envie, mais en tout cas, il y a une évaluation de la réserve fonctionnelle. Si on est un peu limite sur la réserve fonctionnelle, à ce moment-là, on peut aller vers un examen qu'on est en train de mettre en place, qui est le coroscanner. Et le coroscanner nous intéresse pas mal parce que, il nous donne une image morphologique du réseau coronarien, et ensuite, s'il y a des plaques calciques, vous savez que le score calcique peut être particulièrement intéressant avec un seuil supérieur à 400, et au final, la rentabilité de cet examen est largement supérieure qu'une échographie sensibilisée à la dobutamine. Et ensuite, vous devez rechercher des facteurs de risque. Alors, les facteurs du score de Lee, oui, d'accord. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la NASH. La NASH est particulièrement fréquente chez ces patients. Et donc, là aussi, eh bien, la NASH n'existe pas dans les facteurs de risque du score de Lee. Mais pour autant, spécifiquement, dans ce contexte-là, un patient qui est NASH, diabétique, qui fume, clairement, eh bien, on doit aller vers le coroscanner. C'est des patients qui sont à haut risque coronarien potentiellement. Sans ça, les autres, eh bien, c'est essentiellement du problème de fonctionnement cardiaque. Donc, vous pouvez aussi appliquer cela chez des patients qui sont cirrhotiques et que vous devez prendre en charge pour une intervention. Le TT, c'est important. C'est des patients qui ont souvent des cardiomyopathies hyperkinétiques à haut débit cardiaque, mais quand même le muscle il a souffert un peu. Ensuite, ce qui est aussi emblématique du préopératoire, eh bien, c'est quid de la coagulation. Alors là, qui dit cirrhotique, je vais essayer de passer quand même. Qui dit cirrhotique, probablement que vous avez déjà travaillé avec un certain nombre de collègues. En général, il y a de la pétoche autour du cirrhotique. Oh là là, ça va saigner, c'est une catastrophe, il me faut un TP quasiment à 100%. Ça... La coagulation du cirrhotique est compliquée, ça c'est sûr. Parce que vous avez des phénotypes qui vont être plutôt procoagulants et des phénotypes plutôt anticoagulants. Tout va dépendre
de l'évolution de la pathologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus le patient va avancer dans sa pathologie cirrhotique, et plus il y a un risque de développer une insuffisance hépatocellulaire, mais surtout de développer un risque d'infection. Et le sepsis va jouer son petit rôle, même son gros rôle en quelque sorte, sur l'évolution du phénotype procoagulant ou anticoagulant. Et donc vous pouvez avoir des phénotypes procoagulants et des phénotypes anticoagulants. Oh, le phénotype anticoagulant, je ne vais pas vous détailler toute la cascade de la coagulation, ce n'est pas l'objet. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est des points forts qui vont vous marquer en quelque sorte dans la prise en charge, mais c'est aussi démystifier un peu la prise en charge de ces patients. Cliniquement, un patient qui risque de vous embêter au niveau du saignement, vous posez votre cathéter veineux périphérique, un patient qui est un phénotype anticoagulant, ben je peux vous dire que dans le contexte, il va saigner au point de ponction. Le saignement au point de ponction vous renseigne sur le niveau de coagulation de votre patient. Dès que, si vous piquez votre patient et qu'il ne se passe pas grand-chose, vous pouvez miser quand même plutôt sur un patient qui a un phénotype plutôt procoagulant. Et donc à partir de là, eh bien, on va agir sur ce phénomène, soit donc c'est un patient qui a un phénotype où il va saigner, ou alors plutôt un patient qui a un risque eh bien, de thrombose, et donc ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors du coup, comme je vous l'ai dit précédemment, ce type de patient cirrhotique, avec un phénotype soit pro-coagulant, ou plutôt un phénotype qui va faire saigner ce patient, qu'est-ce que l'on fait quand on doit faire des procédures invasives avant qu'il soit transplanté? Le dogme sur les patients cirrhotiques graves, et ça je vous demande de le retenir, c'est moins on y touche et mieux on se porte, déjà, le patient, si on peut dire s'il peut bien se porter dans une pathologie cirrhotique grave, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il est vraiment trop grave, eh bien le malheureux il va vite décéder, ou alors soit il rentre dans un programme de transplantation, et donc il ne faut pas y toucher. Un patient grave en pré-transplantation, vous le touchez, c'est 80% de mortalité annoncée. Et donc il y a des procédures qu'on peut accepter, des procédures qu'on n'acceptera pas. Alors les procédures qu'on n'acceptera pas en général chez les patients graves, tout ce qui est donc la stomato, souvent ils ont des états dentaires qui sont un peu moyens. Si on est dans le cas d'une cirrhose grave, eh bien tant pis, on sait qu'il y a un risque infectieux, on le gérera, mais on ne va pas lui arracher les dents avant de le transplanter. Tu vois, vous voyez, c'est ce genre de choses où il faut être particulièrement vigilant. Donc vous, votre rôle de médecin, c'est de savoir dire non si on vous met une pression pour justement opérer un patient. S'il a une hernie ombilicale, s'il a une cure de hernie inguinale, mais c'est surtout l'hernie ombilicale chez ces patients-là, pas grave, on le fera après la transplantation et souvent on le fait 48 heures après. Au moins le foie fonctionne. Et on est moins embêté et le risque vital du patient eh bien, est sauvegardé. Alors le patient saigne, qu'est-ce que vous allez faire? Là aussi, c'est relativement simple. Les deux premières choses à faire, eh bien, c'est souvent de la fibrinolyse. La fibrinolyse, il va falloir lutter contre ça. Antifibrinolytique, Hexacil, clairement, 500 mg, 1 g d'Hexacil. Pour que les antifibrinolytiques fonctionnent, il faut qu'il y ait du fibrinogène. C'est des patients qui ont volontiers des hypofibrogénémies, donc il faudra leur donner du fibrinogène. C'est les deux premières choses que vous devez faire. Le plasma frais congelé, vous pourriez vous dire, bah ouais, mais il n'y a pas beaucoup de facteurs de coagulation. Oui, mais dans le plasma frais congelé, il n'y a pas énormément de facteurs de coagulation. Il faut savoir en donner, mais pas systématiquement. Ce n'est pas ça le problème du saignement chez le cirrhotique. Le problème du saignement chez le cirrhotique, c'est la fibrinolyse. Hexacil, fibrinogène. Ensuite, regardez vos plaquettes. Ils sont souvent plutôt thrombopéniques. Et à ce moment-là, s'ils sont thrombopéniques inférieurs à 50 000, eh bien, vous les essayez de les rapprocher de 70 voire 100 000. Voilà. Le fonctionnement et le traitement du saignement chez le cirrhotique, c'est cela. Et vous devez retenir cela. Et ensuite vient le plasma frais congelé. Et nous, on le fait relativement tard, le plasma frais congelé. En revanche, lorsque vous avez un patient qui saigne, que vous commencez à le transfuser, très vite vous le rentrez dans les protocoles de saignement importants. Et là, vous faites votre pack. Culot, plasma frais congelé, vous regardez les plaquettes. Mais ce que je souhaite que vous puissiez
appréhender, c'est que pour démystifier aussi, hexacyl, fibrinogène, plaquettes. C'est ça d'abord, et ensuite on réfléchit. OK ? Alors maintenant, on a vu l'avant-transplantation. Et il y a forcément le jour de la transplantation. En tant qu'anesthésiste réanimateur, eh bien, c'est un bloc super intéressant. On s'amuse. C'est de la réanimation au bloc opératoire. Alors il y a des transplantations qui sont, qu'on appelle des transplantations appendiculaires. Bon. Ça veut dire que ça se passe bien. En fait, on n'a pas grand-chose à faire, même si c'est quand même plutôt assez mythique une transplantation, mais il y a des transplantations qui se passent bien. C'est souvent les patients qui viennent de chez eux d'ailleurs, les carcinomes hépatocellulaires. Maintenant, il y a une grande habitude des équipes chirurgicales, et donc il faut bien avouer que ça se passe plutôt bien. Mais en tout cas, à quoi on va être confronté au bloc opératoire? Eh bien, il va falloir gérer, comme vous pouvez le voir là, les pertes sanguines, dans un premier temps, et ensuite, les conséquences de l'ischémie-perfusion, puisqu'on va explanter un organe, on va implanter un organe qui aura été mis dans du liquide de conservation, qui aura été en ischémie. Et donc, c'est ce double challenge qu'il va falloir gérer eh bien, pendant donc, la transplantation. Alors, pourquoi les pertes sanguines? Les pertes sanguines, c'est que le foie est un organe pour le moins richement vascularisé. C'est 20% du débit cardiaque. Une particularité de cet organe, c'est qu'il est essentiellement vascularisé par les veines, 2/3 par la veine porte et 1/3 par l'artère hépatique. L'artère hépatique n'est pas fondamentalement viable pour le foie, mais l'artère hépatique est viable pour la voie biliaire. Donc une artère hépatique qui ne fonctionne pas, c'est une cholangite ischémique qui se met en place. Et donc de l'angiocolite derrière. Donc finalement, bien sûr, artères et veines sont nécessaires pour le... Mais en tout cas, sur le plan vital immédiatement, c'est surtout la vascularisation donc veineuse. 2/3, 1/3. Et donc voilà, on va rentrer dans le cadre de cette transplantation. Bon, quand on fait des présentations comme ça, il faut savoir monter un peu d'exceptionnel. C'est normal. Donc ici, on en a quelques-unes, c'est une polykystose, donc plutôt volumineuse comme vous pouvez le constater. Et donc là, vous comprenez que dans ce contexte-là, eh bien, la phase d'explantation, pour aller chercher les vaisseaux, le pédicule hépatique en tant que tel, entre le moment où on voit ça et le moment où ils arrivent sur le pédicule hépatique, eh bien, il y a de l'eau qui coule sous les ponts. Alors, ce n'est pas de l'eau qui coule sous les ponts, c'est du sang qui coule sous les ponts. Et donc là, au niveau, nous, à la tête, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être en capacité de compenser de ce qui peut saigner. Donc, c'est des patients qui sont équipés course. On ne fait pas ça avec une bleue. Vous êtes d'accord? Ça ferait quand même un peu. Faire du blue de pompe sur une bleue, c'est compliqué. Et donc, il faut qu'on soit opérationnel et qu'on ait mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire cela. Et vous voyez qu'au bout d'un certain temps, eh bien, ils peuvent accéder aux vaisseaux hépatiques, en particulier au pédicule. Lorsqu'ils sont à ce niveau-là, ils vont faire du clampage. Alors le clampage pédiculaire, donc là on a un peu de retour, ben, parfait. Le clampage pédiculaire, le pédicule hépatique est composé de la veine, de l'artère et puis de la voie biliaire. Alors ce qu'on sait du clampage pédiculaire, finalement sur le plan hémodynamique, ça ne nous embête pas trop. Faut être honnête, le clampage pédiculaire par lui-même ne nous embête pas trop. Ça fait donc un peu baisser donc, le débit cardiaque, mais si peu, ça fait augmenter un peu les résistances vasculaires systémiques, mais finalement pas de façon majeure. Là où il faut être donc prudent, c'est qu'avant, s'il a saigné un peu, eh bien il faut le mettre en précharge indépendance. C'est-à-dire que vous devez surveiller absolument votre précharge. Parce que s'il est précharge dépendant et s'il commence à jouer au niveau du pédicule en tant que tel, eh bien vous allez avoir un retentissement hémodynamique qui est important. Une fois que le clampage pédiculaire est effectué, il y a le clampage cave qui est effectué. Le clampage cave, maintenant, ils font du clampage latéral cave de telle sorte qu'il y a toujours eh bien, donc, un volume sanguin qui arrive au niveau de l'oreillette droite et qui nous embête moins sur le plan hémodynamique. Mais ce clampage latéral, eh bien,
entraîne un petit retentissement hémodynamique qu'il faut savoir anticiper, mais là on est complètement dans la précharge dépendance. Et donc là, la première partie de l'intervention, c'est essentiellement de la gestion de la précharge dépendance. C'est du remplissage, c'est du saignement qu'il faut savoir compenser et c'est du remplissage. Il faut savoir quand même que c'est des patients qui sont cirrhotiques, qui ont une tendance à la vasoplégie, et donc souvent on combine ça quand même avec un peu de noradrénaline pour compenser la vasoplégie liée à la cirrhose en tant que telle. Mais c'est d'abord de la précharge. On peut avoir des cas tout à fait particuliers d'exclusion hépatique complète. Lorsque, pour différentes raisons, la veine cave elle est englobée et que le chirurgien ne peut pas faire de dissection, il y a des clampages totaux qui sont faits, l'exclusion hépatique totale avec clampage en bas, clampage en haut. Donc forcément, quand on se passe de ce qui arrive du bas, le cœur il se dit il me manque un peu de jus quand même. Et donc comme vous pouvez voir là, donc là on a une chute du débit cardiaque qui est assez importante, hein, qui peut aller jusqu'à 40 à 50%, une augmentation des résistances artérielles systémiques. Et donc là, eh bien, il faut prévoir. Il faut prévoir. Alors, il faut mieux que le cœur soit en bonne santé, parce que si le cœur n'avait pas une fonction tout à fait optimale, inévitablement, eh bien, dans ce contexte-là, on s'expose à un certain nombre de désagréments. Autre point important, si on clampe en bas, il faut qu'on ait des accès au niveau du système cave supérieur, parce que si vous passez les accès par le bas, vous n'allez pas faire de remplissage au niveau du cœur. Mais ça, c'est des petits points qui sont importants. Au maximum, eh bien, on peut amener à faire de l'ECMO chez les patients, donc les plus graves au bloc opératoire. Une fois que l'explantation a été faite, on fait l'implantation. Et donc, on va reperfuser. Alors, la reperfusion s'effectue au moment où ils ont fait l'anastomose porte. Puisque, comme vous savez, je viens de vous le dire, c'est 2/3 de vascularisation par la veine. Et donc là, ils vont déclamper. Le déclampage, c'est de l'ischémie-reperfusion. Et donc là, la reperfusion, c'est l'oxygène qui arrive, donc au niveau d'un organe qui était en ischémie. Et là, ça libère des radicaux libres de l'oxygène. Et ça donne le syndrome d'ischémie-reperfusion marqué systématiquement par une chute de la pression artérielle juste après le déclampage. Le pic de libération de radicaux libres de l'oxygène se trouve juste au moment du déclampage. Là, il faut faire attention. Il faut être très présent. Il ne faut pas être de l'autre côté du bloc. Il faut être présent. Les choses vont très très vite. Et quand je dis la chute, c'est pas, on ne passe pas de 10 à 9. Hein. Non, non, non. On passe de 10 à 5 de tension. Parfois quelques troubles du rythme. C'est là où on a le plus grand risque d'arrêt cardio-respiratoire, d'arrêt cardiaque plus particulièrement, parce que parfois il y a un petit phénomène qui intervient, c'est le potassium qui est libéré de l'organe qui vient d'être perfusé, et parfois on a des choses tout à fait originales, et les arrêts cardiaques sur table en transplantation hépatique, c'est une réalité et ce n'est pas un mythe. Et donc il faut être présent à ce moment-là, et donc on joue à la fois sur les catécholamines, sur la précharge indépendance, et il faut savoir alcaliniser donc le patient, parce que s'il y a une acidose trop importante, ça peut favoriser eh bien, donc les problématiques de troubles du rythme. Période un peu tendue, très intéressante. Si on fait une synthèse de tout cela, la transplantation hépatique, c'est quoi? La transplantation hépatique, c'est de la vasoplégie qui va être induite par le syndrome d'ischémie-reperfusion. Ça va être de l'inflammation du sepsis. N'oubliez pas que la pathologie cirrhotique, il y a un peu d'inflammation. C'est de la précharge dépendance induite à la fois par le saignement, par la chirurgie, parce que, par le clampage qui est nécessaire. Et puis de temps en temps, on a ces patients qui ont une cardiopathie sous-jacente. Eh bien, on rajoute un peu de dysfonction cardiaque donc en plus. Mais ce n'est pas les cas les plus fréquents. Les situations les plus fréquentes, c'est la vasoplégie et la précharge dépendance. Alors du coup, on les équipe course. Alors bien sûr, cathé artériel, voie veineuse périphérique de bon calibre, les voies centrales, plus on a de lumière et mieux c'est.
il faut mieux autant que faire se peut. Donc on est souvent sur 3-4 lumières. Maintenant on a des cathéters à 5 lumières avec un canal de remplissage qui permet de remplissage avec soit des bouts de pompe, soit des accélérateurs. Mais en tout cas il faut du débit, parce que je peux vous dire que quand vous êtes au-dessus du champ et puis qu'ils se prennent la veine cave, alors là c'est le geyser qui et donc c'est de 200, 300, 400 ml, vous voyez le bocal qui se remplit comme ça, et donc là vous avez soit ça, donc ça d'ailleurs ça va de ce côté-là, donc ou alors vous avez les accélérateurs, mais il faut être prêt. Il faut surtout que le patient soit réchauffé. Il faut faire attention au calcium également. Donc ça, c'est des choses qui sont surveillées de très très près avec de la biologie délocalisée. Le monitorage. Certaines équipes vont faire de la swan, on n'en fait pas, on fait du contour de pouls. C'est discuté au niveau national. En tout cas, il faut avoir une technique qui vous aide à optimiser le patient. De plus en plus d'équipes font de l'ETO en péropératoire. Ça permet aussi d'avoir une vision au niveau de la fonction cardiaque. Nous, on fait volontiers du contour de l'onde de pouls, et puis quand on sent qu'au niveau de la pathologie cardiaque sous-jacente, on y adjoint de l'ETO. Et donc finalement, si on résume, vous avez de la précharge dépendance où vous allez remplir. Alors attention, vous allez remplir avec des culots, si ça saigne. Vous allez remplir avec des macromolécules. Nous, on est une école à la sérumalbumine. On fait aussi des cristalloïdes. Mais attention à la coagulopathie de dilution en tant que telle qui peut augmenter les troubles de coagulation. Il y a des catécholamines, noradrénaline en base, souvent c'est déjà branché et donc ils sont sous noradrénaline. Au déclampage, l'adrénaline peut être intéressante, petite dose, parfois c'est du 50 gamma en petite pichenette comme cela en regardant donc la tension artérielle qui nous permet finalement de stabiliser donc la tension. Et puis l'hyperkaliémie, ça, on s'en aperçoit assez rapidement. Une fois que le déclampage porte a eu lieu, ils font l'anastomose artérielle. Pour nous, c'est déclampé. La stabilisation hémodynamique, elle est plutôt pas mal. Nos surrénales redeviennent à peu près normales. Un petit coup de café, on se détend. Donc voilà, là ça va mieux. Donc anastomose artérielle, c'est plutôt le challenge du chirurgien. C'est là où on peut avoir quand même quelques soucis sur le post-opératoire. Et ensuite l'anastomose biliaire. Et puis ça ferme. Globalement, en fonction des équipes, ça va de 5 heures, donc ça va vite, 11 heures, 12 heures. Donc je ne veux pas me vanter, mais mon dernier week-end, qui était le week-end dernier, eh bien, là c'était le week-end de la mort, j'aurais mieux fait pas de le prendre, 25 heures de bloc, avec 2 transplantations hépatiques, une transplantation hépatique chez un MEL 40 et une bigreffe chez une jeune de 19 ans qui a une fibrose au niveau hépatique, eh bien, où il était foie, rein et en plus une splénectomie parce qu'elle avait une pancytopénie sur sa splénectomie. 25 heures rincées, et heureusement que le 8 c'est vendredi, parce que lundi, je peux vous dire que j'aurais pas été aussi avenant vis-à-vis de vous. Parce que l'air de rien, même si je parais un peu jeune, je commence un peu à vieillir quand même. Alors voilà le résultat final. Donc vous voyez qu'il y a un peu plus de place dans le contexte, avec un foie qui est tout à fait intéressant. Alors, on va terminer, parce qu'il faut bien terminer sur le post-opératoire. Alors le post-opératoire, qu'est-ce qu'il faut appréhender au niveau du post-opératoire? Le post-opératoire, il peut y avoir des complications. Je n'ai pas détaillé le tableau. Ce qui nous embête, c'est les complications infectieuses, ce qui est un peu normal compte tenu du fait que c'est des patients qui sont sous immunosuppresseurs, et on y reviendra donc à la fin, parce que je sais que c'est quelque chose qui stresse souvent les équipes, les immunosuppresseurs, etc., etc. Ensuite, il peut y avoir des complications chirurgicales diverses et variées, en sachant que finalement, la transplantation hépatique, il n'y a pas de chirurgien dans la salle, c'est de la plomberie. C'est de l'anastomose au niveau d'une veine, c'est de l'anastomose au niveau de l'artère, c'est de l'anastomose au niveau d'une voie biliaire. Donc globalement, vous pouvez avoir des trous partout. La seule chose, c'est que finalement, quand vous avez l'anastomose au niveau donc, veineuse et artérielle, on s'en aperçoit assez rapidement parce qu'il y a les drains en regard, ça saigne, on les remet sur table. L'anastomose biliaire, c'est un petit peu plus comment dirais-je, sournois. C'est une petite collection qui se met en place, le patient qui chauffe, qui n'est pas très bien. Donc là, il faut faire un scanner et puis donc s'il y a une collection, eh bien, on doit la drainer. Donc ça doit être la diapositive juste après. Voilà. Et donc, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Tout simplement aussi, dans le contexte, c'est qu'au final,
la notion de reprise de fonction du greffon et le risque de non-reprise de fonction, c'est rare. Qu'est-ce qui se passe quand un greffon ne repart pas? Vous savez, les rejets suraigus en disant « ça arrive, mais c'est rare ». Quand un greffon ne repart pas, c'est souvent des problèmes de vaisseau. Soit une thrombose porte, souvent, auquel cas il faut les remettre vite sur table, ou alors le greffon il est comme ça, il faut les regreffer en urgence. Mais le rejet du greffon en aigu, c'est quand même relativement rare. Et puis après, ben, c'est toutes les complications qu'on peut avoir au niveau chirurgical pour ce type d'intervention. Alors, je vais... Hop. C'est pas grave. J'en ai pas besoin de toute manière. Une fois qu'on en est là, eh bien, on va surveiller la reprise de fonction de greffon et on est confronté à un certain nombre de choses. C'est-à-dire, est-ce que le greffon repart? Alors ça, on le sait très vite, on le surveille le facteur 5 et le facteur 5 repart assez rapidement. La cytolyse et TGO-TGP, là aussi, ça va diminuer assez rapidement. Là, on va regarder, c'est sur la cholestase. Vous avez une bilirubine qui va augmenter de façon très très importante. Eh bien, à ce moment-là, il faut faire une imagerie pour voir s'il n'y a pas donc une sténose au niveau de l'anastomose biliaire. Mais ça va se sentir plus sur les bilirubines que sur les phosphatases alcalines donc, ou les gamma-GT. En revanche, si c'est plutôt les phosphatases alcalines gamma-GT qui augmentent, il y a deux choses à penser. Soit on est dans le cadre d'un rejet, soit on est dans le cadre d'un problème d'infection. Et là, l'enjeu, c'est extrêmement important de faire une biopsie hépatique, parce que le traitement sera différent. Si on est dans le cadre d'un rejet, on fera plutôt des corticoïdes en bolus. Si on est dans le cadre d'un problème infectieux, on sera dans le cadre donc, des antibiotiques. Donc ça, c'est de petites subtilités, des astuces dans l'analyse du bilan. L'autre chose qu'on voit ici, c'est on est omnibilé avec le foie en se disant ça va saigner, ça va saigner, ça va saigner. N'oubliez jamais, que ce soit pour la transplantation hépatique que pour la chirurgie hépatique, le risque thrombotique est important chez ces patients. Là, c'est donc une plaque qui vient plutôt de la chirurgie hépatique que de la transplantation. Et vous voyez que le risque de thrombose en post-opératoire est particulièrement donc, important, bien plus d'ailleurs que le problème hémorragique. Donc il faut savoir anticoaguler ces patients. Peut-être pas en post-opératoire immédiat, mais il faut savoir y penser dans les 48-72 heures. Dernière chose que je voulais vous dire, eh bien, les immunosuppresseurs. Alors, les immunosuppresseurs, pour ça que la vie de la transplantation, c'est avant, pendant et après. Les immunosuppresseurs, eh bien, on a un protocole d'induction basé sur 3 immunosuppresseurs que l'on effectue donc, au moment du bloc opératoire. Donc avec des anti-interleukines, avec les anticalcineurines, et puis donc le CellCept en tant que tel. Très vite, eh bien, on va passer à 2 immunosuppresseurs. Les corticoïdes, on les garde pendant 1 mois. La base de l'immunosuppression, ça sera les anticalcineurines. Alors les anticalcineurines, c'est intéressant, c'est tacrolimus. Comment dirais-je? Donc le Néoral, maintenant, on l'utilise plus beaucoup, mais c'est surtout le tacrolimus ou Prograf qui est utilisé chez ces patients. Alors, pour vous qui allez confronter à un moment ou à un autre des transplantations hépatiques, vous voyez arriver un patient sous Prograf et un patient donc, sous Prograf et CellCept, comment vous allez gérer en post-opératoire, en dehors de toute transplantation hépatique, ces immunosuppresseurs? Bah, tout d'abord, il faut éviter de les arrêter. Et donc le patient va les prendre le matin d'intervention et il les prendra aussi en post-opératoire. Si vous n'avez pas accès à la voie orale, eh bien, donc, le Prograf en tant que tel, il y a donc une forme IV et il faut savoir le passer en voie IV. Il faut savoir que les zones d'efficacité pour le Prograf, s'il le prend par voie orale, c'est le matin avant sa prise où vous devez contrôler le résiduel. En post-greffe, c'est entre 8 et 12 de résiduel. Quand vous êtes en chronique, on sera plutôt entre 5, autour de 5 en résiduel. Et donc ça, c'est des choses qui sont à savoir. Et si vous n'avez pas accès, eh bien vous transférez, vous passez donc en voie intraveineuse. Le CellCept. Le CellCept, c'est une prise péros lorsque c'est en chronique, mais vous avez une forme IV. S'il ne peut pas prendre donc, le CellCept par voie orale, vous passez eh bien, à ce moment-là par voie intraveineuse. La seule petite différence, c'est exactement la même dose. La voie orale, c'est 2 fois par jour. Donc en voie IV, c'est 3 fois par jour. Vous décomposez la dose. Enfin, c'est simple, c'est 500 x 3 ou 500 x 4 en fonction du poids. Et c'est relativement simple. La seule chose, c'est que c'est des immunosuppresseurs, donc le risque infectieux est plus important.
Qui dit immunosuppresseur, et s'il y a des moments où vous ne comprenez pas ce qui se passe sur la problématique infectieuse, eh bien, sachez rechercher du virus, en particulier le CMV, et n'hésitez pas à faire des PCR-CMV, parce que c'est des patients qui réactivent volontiers leur CMV, et donc pensez au CMV. Et je voudrais terminer, parce que maintenant il est l'heure de terminer, par le fait que ça fait maintenant 25 ans que je fais de la greffe. Ce qui devait durer que quelques mois, bah, ça durait 25 ans. Alors, est-ce que c'est de l'amour pour le foie? Peut-être pas. En tout cas, c'est de l'amour de mon métier et de votre métier plus tard. Et je pense qu'on a un fantastique métier qui est anesthésiste réanimateur. Et je pense que la chirurgie hépatique, la transplantation hépatique comme d'autres chirurgies, c'est là où on voit toute notre valeur ajoutée, tout notre potentiel de notre spécialité sur la prise en charge pré, per et post-opératoire, où vous êtes des acteurs, où on est des acteurs dans la prise en charge de ces patients qui sont particulièrement lourds, où vous faites de la réanimation en bloc et de la réanimation post-opératoire. C'est pour ça que notre diplôme s'appelle anesthésiste, réanimateur et médecine périopératoire. Je vous remercie de votre attention.